Durant des décennies entières, Petula Clark a évolué sous les projecteurs, une icône que l'on pensait cernée, mais dont on ignorait la véritable profondeur stratégique. Si le grand public restait fasciné par son timbre vocal unique, presque personne ne remarquait l'architecture complexe et réfléchie qu'elle bâtissait loin des caméras. Mais voilà qu'en l'an 2026, son patronyme refait surface avec une vigueur inattendue, occupant toutes les conversations. Ce retour en grâce n'est pas le fruit d'une simple mélancolie du passé, mais résulte de la mise en lumière de pièces manquantes d'un puzzle fascinant. L'analyse de son patrimoine, de son parc immobilier et de sa rigueur de fer dévoile un récit bien éloigné des clichés habituels du show business. Nous parlons ici d'un empire financier édifié pierre par pierre dans un silence absolu loin des frasques médiatiques. En cette année 2026, la santé économique de l'artiste incarne une exception culturelle, l'alliance parfaite entre une carrière interminable et une gestion prudente. Si l'on s'en tient aux chiffres avérés, sa fortune nette officielle gravite autour de 30 millions de dollars américains. Ce capital est le fruit d'une accumulation méthodique de revenus tangibles, droits d'auteur, tournées mondiales, cachets de cinéma et royalties théâtrales. Contrairement à la majorité de ses pairs qui se cantonnaient à un seul public, Clark a eu le génie de ne jamais dépendre d'un marché unique. En enregistrant ses tubes en anglais, en français, en allemand et en italien, elle a mondialisé sa marque bien avant l'heure. Cette stratégie lui a permis de sécuriser des rentrées d'argent continues sur de multiples continents, même lorsque les radios cessaient de la diffuser ailleurs. C'est indéniablement son catalogue de droits musicaux qui constitue le socle inébranlable de sa prospérité actuelle. Des monuments comme Downtown My Love Don't Sleep in the Subway Sailor ou Chariot sont des mines d'or inépuisables. Ces mélodies sont constamment louées pour des bandes originales de films, des spots publicitaires et des anthologies aux quatre coins du globe. Chaque diffusion ajoute une strate supplémentaire à un fleuve financier qui n'a jamais nécessité de modernisation, seulement une bonne conservation. Dès l'aube des années 90, Petula avait déjà atteint ce Graal financier que tant convoite sans jamais l'atteindre. Elle jouissait du luxe ultime, celui de ne monter sur scène que par pur désir artistique et non par nécessité économique. Au-delà des disques, son parcours sur les planches a été déterminant pour assurer la pérennité de son héritage financier. En acceptant des rôles de premier plan dans The Sound of Music, Sunset Boulevard ou Mary Poppins, elle ne signait pas pour de simples apparitions. C'étaient des investissements de carrière calculés, la plaçant au cœur d'institutions théâtrales reconnues et solides. Ces contrats lui garantissaient des revenus fixes et confortables, assortis d'accords de royalties particulièrement avantageux sur le long terme. Même ses retours à Broadway ou dans le West End londonien étaient espacés avec une intelligence tactique pour préserver sa santé et son aura. Toutefois, ces derniers temps, une rumeur insistante véhiculée par certains titres de presse dresse un portrait financier bien plus colossal. D'après le magazine People with Money, la chanteuse aurait engrangé la somme astronomique de 75 millions d'euros sur une seule année. Ce rapport couvre la période allant de fin 2025 à fin 2026, évoquant un patrimoine total de 215 millions d'euros. Pour arriver à ce total, on évoque des contrats publicitaires juteux, un portefeuille boursier agressif et un empire immobilier tentaculaire. Il est crucial de garder la tête froide et de rappeler que ces données spectaculaires n'ont reçu aucune validation officielle. Elles relèvent davantage du fantasme médiatique et du buzz que d'une véritable transparence comptable certifiée. Ce que l'on peut affirmer avec certitude, en revanche, repose sur des principes bien plus terre-à-terre. Clark a toujours privilégié la sécurité, sa richesse réelle ne vient pas de coups de poker risqués ou d'une vie de dilapidation. Son capital a fructifié parce qu'elle a su garder la main mise sur ses créations artistiques au fil des décennies. Elle a fui les contrats léonins qui ont ruiné tant de stars et a toujours maintenu un train de vie inférieur à ses revenus réels. Sa véritable sécurité ne réside pas dans l'opulence, mais dans la durée, la possession de ses biens et la patience de laisser le temps agir. Quant à ses résidences, elles incarnent une vision du luxe faite de discrétion absolue, loin du bling-bling habituel. Durant la majeure partie de son existence d'adulte, Petula a pris une résolution qui a défini tout le reste de son parcours. Elle a délibérément sacrifié la gloire superficielle sur l'autel de sa vie privée et de sa tranquillité d'esprit. Tandis que ses contemporains se ruaient vers les villas de Los Angeles ou les palaces m'as-tu vu de la Côte d'Azur, elle a fait un pas de côté. Clark a organisé son foyer autour de la permanence, érigeant des barrières infranchissables entre sa famille et le cirque médiatique.
En 2026, l'analyse de son patrimoine immobilier nous livre une vérité bien plus personnelle sur la femme qu'elle est. C'est une histoire qui en dit bien plus long sur sa psychologie que n'importe quel article à scandale. Pendant des décennies, elle a élu domicile à Genève en Suisse, une décision motivée partout sauf la mode. Genève offrait à la star ce dont elle avait le plus besoin après des années de tournées épuisantes, une neutralité bienveillante. Nichée au centre de l'Europe, cette ville réservée lui permettait d'échapper à la traque incessante des photographes de presse. C'était le sanctuaire idéal pour éduquer ses enfants et gérer son empire en toute sérénité, loin du bruit et de la fureur. Son installation en Suisse relevait d'une stratégie financière méticuleuse visant à sécuriser son patrimoine sur la durée plutôt que de chercher une croissance immédiate et risquée. Pour elle, la vie à Genève n'a jamais été synonyme de luxe tapageur ou de démonstration de richesse, bien au contraire. L'objectif premier était de retrouver la maîtrise de son existence et une paix intérieure. En complément de son ancrage helvétique, Clark avait acquis un chalet niché au cœur des Alpes françaises. Ce pied-à-terre montagnard fonctionnait véritablement comme un sanctuaire saisonnier et non comme un trophée immobilier destiné à épater la galerie. Elle y appréciait la lenteur des hivers et leur régularité rassurante, un contrepoint absolu à la frénésie chaotique de ses tournées internationales. Ses proches racontent que ces séjours y étaient empreints d'une simplicité volontaire. Au programme, une cuisine faite maison, un cercle très restreint d'invités, aucune sollicitation médiatique et une absence totale de contraintes horaires. Même lorsqu'elle trônait au sommet des hit-parades, Clark rejetait catégoriquement la notion selon laquelle la réussite devait être visible pour être validée. Cependant, s'il est une demeure qui détient la palme de la valeur sentimentale, c'est bien sa villa de Vallauris, située dans le quartier discret des Brusquets, non loin de l'effervescence d'Antibes et de Cannes. Acquise durant la décennie 60, cette propriété possède une histoire particulière. Jamais cette maison n'avait été conçue ou perçue comme un symbole de son statut de star planétaire. L'achat s'est fait à une période charnière où Clark enchaînait les concerts, dominait les classements mondiaux et vivait sous le feu constant des projecteurs. Vallauris lui a apporté ce que l'argent ne pouvait pas toujours acheter, le droit inestimable à l'anonymat. Bien que modeste par rapport au faste habituel de la Côte d'Azur, la bâtisse était protégée par de vastes terrains plutôt que par des clôtures dissimulées tout au bout d'un chemin privé, inaccessible aux curieux. Entre ces murs, la star s'effaçait pour laisser place à l'épouse et à la mère, loin des paillettes et de la scène. Le rythme de vie s'articulait autour de petits déjeuners conviviaux d'après-midi, paisibles de visites impromptues d'amis et de soirées où le piano résonnait pour la joie pure sans aucune pression de performance. Elle avait confié un jour que le simple fait d'avoir un palmier dans son propre jardin concrétisait un vieux rêve de petite fille. Ce détail apparemment anodin révélait en réalité la nature profondément intime et anti-bling-bling de ses aspirations. À l'heure actuelle, cette demeure chargée d'histoire est proposée sur le marché immobilier pour la somme d'1 million d'euros via l'agence Côte d'Azur Sotheby's International Realty. La propriété s'étend sur une surface généreuse d'environ 6500 mètres carrés de végétation. L'intérieur abrite un séjour spectaculaire de style cathédrale de multiples chambres, un appartement séparé pour les invités et des jardins aménagés en terrasse traditionnelle. De plus, une partie du terrain reste constructible, offrant la possibilité d'y ériger une seconde habitation. Néanmoins, ce qui attire véritablement les potentiels acquéreurs n'est pas le luxe matériel, mais l'âme particulière qui se dégage du lieu. Malgré les travaux effectués par les occupants ultérieurs, la villa a gardé son essence originelle, une maison discrète, accueillante et délibérément dépourvue d'ostentation. En 2026, le parc immobilier de Clark témoigne d'une existence menée avec une intention claire et réfléchie. Ces lieux ne sont pas des monuments érigés à sa propre gloire, mais des refuges conçus pour durer et pour protéger. Ils incarnent la conviction silencieuse que le luxe suprême réside dans la tranquillité, surtout quand le monde entier frappe à votre porte. Voiture, routine et simplicité, une vie loin des clichés. S'il existe un aspect où le quotidien de Petula Clark en 2026 surprend, c'est bien sa gestion des déplacements. En dépit de plusieurs décennies de fortune accumulée et d'un succès planétaire, on ne trouve aucune trace de flambeur. Il n'y a jamais eu de collection de bolides exotiques de garage remplis de limousines ou de véhicules ostentatoires. Pour Clark, l'automobile a toujours été un outil purement fonctionnel et non un marqueur social. Ses collaborateurs et amis ont souvent qualifié son approche de pragmatique, voire banale,
Le confort, la sécurité et la discrétion primèrent sur tout le reste. Elle choisissait systématiquement des voitures qui lui permettaient de se fondre dans la masse, d'arriver sans bruit et de repartir sans déclencher une émeute. Cette philosophie automobile est le reflet exact de la manière dont elle a organisé l'ensemble de sa vie privée. Clarke n'a jamais calqué son existence sur le modèle stéréotypé des grandes célébrités. Même au sommet de ses tournées les plus intenses, elle maintenait des rituels stricts et prévisibles dès qu'elle quittait la scène. Adepte du lever tôt, elle fuyait les soirées mondaines pour préserver de longues plages de solitude. À Genève, son emploi du temps était réglé comme du papier à musique. Ses journées étaient consacrées à la lecture, à la gestion de son courrier, à la musique et à des promenades solitaires. Elle ne s'encombrait ni d'une armée de domestiques, ni d'assistants personnels, ni d'un entourage parasitaire. Moins il y avait d'intermédiaires, moins il y avait d'imprévus, ce qui lui permettait de garder un contrôle absolu sur son temps. Son rapport à la nourriture est un autre exemple frappant où sa richesse ne s'est jamais traduite par de l'excès. Clarke a toujours préféré la cuisine familiale, les produits simples et les plats réconfortants. Même en résidant en France, pays de la haute gastronomie, elle évitait les grands restaurants sauf obligation sociale ou réception d'amis intimes. L'idée d'être reconnue la fourchette à la bouche, d'être prise en photo ou interrompue pendant un repas était contraire à sa vision du bien-être. Pour elle, manger était un rituel privé et sacré, pas une performance publique, et ses dépenses suivaient rigoureusement cette même logique de discrétion. Clarke a toujours eu une philosophie très claire, elle investissait massivement dans la qualité intrinsèque plutôt que dans la quantité superficielle. Ses vêtements n'étaient pas sélectionnés pour courir après les cycles éphémères de la mode, mais choisis méticuleusement pour leur robustesse et leur utilité pratique, tandis que ses bijoux brillaient par leur discrétion absolue. On ne voyait jamais de ventes aux enchères tapageuses couvertes par les médias, ni d'achats spectaculaires destinés à épater la galerie, et encore moins de tentatives artificielles de réinventer son style de vie. Lorsqu'elle décidait d'ouvrir son portefeuille, c'était presque systématiquement pour du durable, l'entretien rigoureux de ses résidences, l'assurance de déplacements confortables ou la préservation vitale de son immense catalogue musical. Même les travaux de rénovation effectués plus tard sur les propriétés liées à son histoire personnelle privilégiaient toujours l'aspect fonctionnel et vivable plutôt que le spectacle visuel. En réalité, cette retenue calculée s'est transformée au fil du temps en l'un des piliers fondamentaux qui ont déterminé son incroyable résilience financière face aux aléas de l'existence. Alors qu'une multitude d'artistes de sa génération ont subi des revers de fortune dramatiques à force de s'exposer outre mesure, Clarke, elle n'a jamais eu besoin de se serrer la ceinture, de liquider ses actifs en urgence ou de changer radicalement de personnalité pour survivre économiquement. Son mode de vie a agi comme une véritable forteresse contre l'instabilité, permettant à sa richesse de croître dans l'ombre sans qu'elle ne soit jamais obligée de remonter sur scène par pure nécessité financière. Cette stratégie de long terme explique aussi pourquoi les gros titres annonçant soudainement des gains mirobolants ou des projets d'affaires extravagants semblent totalement déconnectés de la femme pragmatique qui a réellement vécu cette existence. Clarke ne s'est jamais comportée comme une personne assoiffée de visibilité médiatique. Toutes ses habitudes visaient à réduire son exposition au strict minimum et non à l'amplifier. Elle a compris bien avant tout le monde une vérité essentielle: la célébrité fait beaucoup de bruit, mais la véritable sécurité, elle se construit dans le silence. En 2026, la vie quotidienne de Petula Clarke reste profondément ancrée dans ces mêmes principes directeurs qu'elle applique rigoureusement depuis des décennies. La priorité absolue reste la vie privée, une routine bien huilée et un refus catégorique de transformer son confort personnel en un spectacle pour le public. L'absence totale de luxe ostentatoire n'est pas une contradiction ou une anomalie. C'est précisément la stratégie gagnante qui a permis à tout le reste de perdurer: les redevances, le contrôle artistique et la raison pour laquelle son argent n'a jamais cessé de travailler pour elle. Ce qui distingue véritablement Petula de la majorité de ses contemporains n'est pas tant le montant qu'elle a empoché, mais l'intelligence avec laquelle elle a protégé ce qu'elle avait gagné. Dès les premières heures de sa carrière, Clarke a démontré une conscience tout à fait inhabituelle concernant la notion de propriété et de patrimoine. Elle ne voyait pas le succès comme une ressource temporaire à flamber rapidement tant qu'elle était disponible. Au contraire, elle le traitait comme un acquis précieux qu'il fallait structurer intelligemment pour survivre longtemps après que les derniers applaudissements se soient évanouis.
Et c'est son catalogue musical qui constitue le socle inébranlable de toute cette architecture financière. Clark a eu la vision d'enregistrer dans plusieurs langues différentes à une époque où la plupart des artistes se contentaient de viser un seul marché national. Cette décision stratégique a eu pour effet de prolonger considérablement la durée de vie commerciale de ses chansons à travers le monde. Un succès au Royaume-Uni pouvait être adapté pour la France, réenregistré en allemand, puis redistribué des années plus tard dans des compilations qui continuaient à se vendre discrètement, mais sûrement. Il ne s'agissait pas de toucher le jackpot une seule fois, mais de créer des sources de revenus superposées, construites délibérément et méthodiquement au fil du temps, en conservant une influence directe sur ses enregistrements originaux et ses accords d'édition. Elle s'est assurée que chaque décision de licence reste prudente, réfléchie et sélective, évitant ainsi les choix hasardeux. Les redevances ont continué d'affluer régulièrement, non pas grâce à un marketing agressif, mais simplement parce que sa musique est restée facilement exploitable. Ses chansons étaient sobres, parfaitement adaptables et suffisamment neutres sur le plan émotionnel pour s'intégrer naturellement à des films, des émissions télévisées, des campagnes de pub et des diffusions mondiales sans jamais susciter la moindre controverse. Cette neutralité les a rendues extrêmement précieuses bien longtemps après que les modes musicales aient évolué. Chaque nouvelle utilisation venait renforcer la solidité du catalogue au lieu de l'épuiser ou de le rendre obsolète. Lorsque les plateformes de streaming ont totalement remodelé l'industrie, l'œuvre de Clark était déjà positionnée idéalement pour en tirer profit sans qu'elle ait besoin d'intervenir. Mais ce qui est tout aussi crucial dans son parcours, c'est tout ce qu'elle a choisi de ne pas faire. Clark a soigneusement évité les entreprises spéculatives qui promettaient une croissance rapide mais risquée. Elle n'a pas associé son nom à des produits de consommation de manière désinvolte et n'a pas couru après les contrats publicitaires, même au sommet de sa popularité. Cette retenue a permis de réduire les risques au maximum, alors que certains de ses pairs se lançaient agressivement dans des business qu'ils ne maîtrisaient pas. Clark a conservé un écosystème financier restreint parfaitement lisible et maîtrisable où ses investissements privilégiaient toujours la stabilité à long terme plutôt que le spectacle immédiat. Au fil des années, des rumeurs persistantes ont commencé à circuler évoquant de vastes empires commerciaux, des contrats de sponsoring énormes et des revenus annuels extraordinaires. Certains articles affirmaient de même son implication directe dans la publicité pour des cosmétiques, l'hôtellerie de luxe ou des investissements financiers à grande échelle. Si ces récits ont réussi à capter l'attention du public, aucun d'entre eux n'a jamais été étayé par des données vérifiables ou concrètes. Ce qui est en revanche parfaitement vérifiable, c'est que Clark n'a jamais modifié publiquement son train de vie pour correspondre à ses affirmations fantaisistes. On ne remarque absolument aucune folie dépensière, pas de signe extérieur d'un empire qui s'étend brusquement, ni même le moindre indice qui trahirait une nouvelle façon de gérer son argent. Cette régularité sans faille en dit bien plus long que n'importe quel relevé bancaire car elle témoigne d'une stabilité à toute épreuve. En règle générale, l'argent est bruyant et laisse des empreintes visibles, mais l'existence de Clark raconte une histoire de fidélité à soi-même plutôt que celle d'une ascension vertigineuse. La courbe de ses finances semble avoir suivi une trajectoire naturelle et apaisée, progressant avec une lenteur calculée dans la discrétion la plus totale sans jamais chercher à forcer le destin. Tout laisse à penser que si des gains inattendus sont venus gonfler ses comptes ces dernières années, ils ont été intégrés silencieusement dans une stratégie de gestion déjà parfaitement rodée et rigoureuse. Il n'a jamais été question pour elle de bouleverser son quotidien ou de métamorphoser son train de vie du jour au lendemain. En privilégiant la maîtrise sur la course effrénée au contrat, Clark a réussi le tour de force de faire fructifier son capital sans que sa présence physique ne soit requise à chaque instant. Elle s'est ainsi libérée de l'impératif de devoir enchaîner les tournées mondiales jusqu'à l'épuisement de commercialiser son image à outrance ou de devoir se fabriquer une nouvelle identité pour plaire aux investisseurs. La mécanique financière qu'elle a eu la sagesse de mettre en place il y a plusieurs décennies continue de tourner rond sans le moindre grincement ni la moindre pression. Au cœur d'un show business tristement célèbre pour ses gloires éphémères et ses faillites retentissantes, la trajectoire économique de la chanteuse brille paradoxalement par son calme olympien et son absence totale de drame. En 2026, ce n'est pas tant le montant astronomique de la fortune de Petula Clark qui force le respect, mais le fait qu'elle n'ait jamais eu besoin d'être renflouée ou secourue.
Il faut désormais faire le tri entre les gros titres racoleurs, les légendes urbaines et la réalité tangible de son quotidien. En arrivant en 2026, on constate que Petula Clark semble vivre simultanément dans deux dimensions parallèles bien distinctes. La première version est une créature médiatique nourrie de spéculations hasardeuses, tandis que la seconde reste ancrée dans le monde réel, loin des fantasmes. Pour saisir la vérité de son existence actuelle, il est impératif de tracer une ligne nette entre ce que les journalistes ont imaginé et ce que les témoins ont véritablement pu constater sur le terrain. Il faut aussi comprendre qu'à notre époque où la célébrité se nourrit d'une visibilité permanente, le silence d'une star est trop souvent interprété à tort comme un mystère insondable. Ces derniers temps, la presse a tenté de remettre son nom sur le devant de la scène en publiant des affirmations sensationnalistes concernant une supposée résurrection financière miraculeuse. On a vu fleurir des articles mentionnant des gains faramineux évoquant des dizaines de millions d'euros qui seraient tombés dans son escarcelle en l'espace d'une seule année civile. On lui a prêté des intérêts commerciaux tentaculaires et un patrimoine qui aurait de quoi faire pâlir les empires des superstars actuels, pourtant bâtis sur le marketing agressif et la domination des réseaux sociaux. Pour le lecteur lambda qui survole l'information, tout cela avait l'air d'un retour en grâce spectaculaire, presque trop beau pour être vrai, digne d'un scénario hollywoodien parfaitement minuté. Cependant, pour les observateurs attentifs qui scrutent la vie de Clark depuis longtemps, ces récits enchanteurs sonnaient faux et semblèrent totalement déconnectés de la réalité. Absolument aucun changement visible dans la sphère publique ne venait corroborer l'ampleur de ces allégations extravagantes. On ne l'a pas vu arpenter frénétiquement les tapis rouges, ni déclencher une tempête médiatique soudaine comme c'est le cas lors des grands retours triomphaux. Il n'y a eu aucune modification de ses habitudes de vie, de son style vestimentaire ou de ses priorités, des signes qui accompagnent pourtant presque toujours une métamorphose financière aussi radicale. Ce vide, cette absence totale de signaux extérieurs est un indice majeur car l'argent surtout, lorsqu'il arrive massivement et subitement, ne sait généralement pas rester discret. Au contraire, l'existence de Clark a continué de se dérouler comme un long fleuve tranquille, marquant une continuité apaisante plutôt qu'une rupture brutale. Avec la même pudeur et les mêmes rituels quotidiens, elle a prouvé une chose simple, Clark n'a pas fait son grand retour pour la simple et bonne raison qu'elle n'est jamais partie. Elle s'est contentée de poursuivre son chemin de vie comme elle l'a toujours entendu en se tenant soigneusement à l'écart de la machinerie infernale de l'exposition médiatique moderne. Si elle demeure aujourd'hui largement en retrait des projecteurs, c'est le fruit d'une décision mûrement réfléchie et pleinement assumée. Et il ne faut surtout pas y voir un signe de déclin ou une perte d'influence, mais plutôt l'appréciation de journées bien structurées, baignées de calme et rassurantes par leur prévisibilité. Elle ne tient pas à jour un agenda mondain surchargé et ne court certainement pas après les journalistes pour rectifier les récits erronés ou tordre le cou aux rumeurs. Elle ne se considère pas comme un produit et ne gère pas une marque personnelle calibrée pour être consommée avidement par le grand public. Son regard et son attention restent résolument tournés vers son monde intérieur focalisé sur la beauté de la routine et la chaleur des liens familiaux. C'est un rythme de vie parfaitement maîtrisé qui a su garder sa cohérence et sa saveur au fil des décennies sans jamais faiblir. Lorsqu'on analyse sa fortune à travers le prisme des documents officiels et des faits avérés, on découvre une accumulation patiente sur le long terme bien loin des fantasmes de croissance explosive. Les droits d'auteur continuent de tomber avec une régularité de métronome portée par un catalogue musical inépuisable qui n'a jamais cessé de séduire les auditeurs. Ses placements financiers mûrissent dans l'ombre, tandis que ses actifs immobiliers fluctuent selon la réalité pragmatique du marché et non selon les gros titres de la presse à scandale. Même la vente de sa résidence historique de Vallauris doit être lue à travers cette grille de lecture rationnelle et posée. Cette transaction ne trahissait ni une détresse financière soudaine, ni un besoin urgent de liquidité, ni même une volonté de monter en gamme. Elle marquait simplement une étape de vie, une réflexion pragmatique sur sa succession et le détachement sain d'un bien chargé de souvenirs, plus lié à une page émotionnelle tournée qu'à une nécessité économique. Ce qui frappe le plus l'observateur en 2026, c'est à quel point ces valeurs fondamentales sont restées immuables face au temps qui passe. Clark ne s'entoure pas de babioles luxueuses ou de symboles ostentatoires. Elle n'a nul besoin d'exhiber sa réussite matérielle pour prouver qu'elle compte encore.
Il n'y a aucun excès caché à décrypter entre les lignes, aucun spectacle secret qu'il faudrait surinterpréter. Ce vide apparent invite souvent à l'exagération car une vie trop tranquille laisse le champ libre à toutes les projections fantasques, mais la véritable histoire de Clark est solide et résiste à tout embellissement artificiel. Elle demeure stable, parfaitement mesurée et profondément cohérente avec chacune des étapes qu'elle a franchies jusqu'ici. Elle symbolise aujourd'hui un archétype de triomphe devenu extrêmement rare, celui d'une carrière bâtie sans jamais céder à la pression des cycles de réinvention perpétuelle. Contrairement à la tendance actuelle, elle n'a jamais eu besoin de théâtraliser sa vulnérabilité en public, ni de transformer son intimité en produit commercial pour maintenir sa pertinence médiatique. Bien que son immense fortune soit une réalité tangible, elle ne dicte en rien la cadence de son existence. Ses propriétés sont conçues pour être fonctionnelles plutôt que pour servir de vitrine à son image. Chacune de ses dépenses est rigoureusement orientée vers le bien-être, la préservation de son jardin secret et la pérennité, refusant catégoriquement la quête d'attention ou le besoin de validation sociale. L'héritage qu'elle laisse derrière elle continue de prospérer naturellement sans qu'il soit nécessaire de le consolider en permanence par des artifices promotionnels. Au sein d'une industrie du spectacle qui a tendance à glorifier le vacarme et le buzz, Petula Clark a su forger une longévité exceptionnelle en misant tout sur la discrétion. Et en 2026, ce silence qu'elle cultive n'a rien d'un vide. Il représente une structure solide, une maîtrise de soi et la liberté totale de celle qui n'a plus rien à prouver au monde. Alors, en observant la trajectoire actuelle de Petula Clark, considérez-vous cette réserve comme l'expression d'une sagesse ultime ou comme une opportunité manquée d'étendre son influence? Si vous aviez connu une gloire similaire, auriez-vous privilégié cette sécurité feutrée et invisible ou l'éclat d'un luxe ostentatoire exposé aux yeux de tous? Nous attendons vos analyses dans l'espace commentaire et si cette vidéo vous a plu, pensez à cliquer sur le pouce bleu et à vous abonner pour soutenir notre travail. Restez connectés pour plonger avec nous dans les vérités méconnues qui se cachent derrière les destins des plus grandes légendes.